Bonjour à toutes et tous, je suis Pascal Massiot, journaliste à Pop Média. Quels outils numériques pour la participation citoyenne au niveau européen? Alors c'est la question posée par ce webinaire ou cette rencontre en ligne, pour le dire en bon français, rencontre proposée par la Maison de l'Europe de Nantes et par le média en ligne Pop Média, un événement qui s'inscrit dans la Nantes Digital Week millésime 2021. Alors pour le dire vite, c'est quoi la Nantes Digital Week? Eh bien c'est un festival, un rendez-vous du numérique qui anime le territoire nantais et ses environs sur les enjeux du numérique avec plus de 140 événements programmés jusqu'au 26 septembre prochain grâce à près de 350 contributeurs issus d'univers aussi variés que l'éducation, la santé, la culture ou encore le divertissement. En ce qui nous concerne présentement, c'est à la Maison de l'Europe que nous nous trouvons, donc pour un de ces 140 événements. Je m'y trouve aux côtés d'un de nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants, mais aussi aux côtés d'Anissa Chamy, chargée de communication pour la Maison de l'Europe. Bonjour Anissa. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous accueillir en vos murs. Alors, deux questions pour poser à des cadres de cette rencontre. C'est quoi la Maison de l'Europe? C'est quoi une Maison de l'Europe? Et puis, ma deuxième question dans la foulée, pourquoi avoir voulu impulser ce débat? Alors, une maison de l'Europe, déjà pour vous répondre, c'est une association de 1901. Pour ce qui nous concerne, la Maison de l'Europe à Nantes a été créée en 2005. La Maison de l'Europe a vocation à traiter de toutes les questions européennes, à rassembler tous les acteurs à vocation européenne et à faire de la sensibilisation auprès des publics. Donc, pour cela, on fait des animations, on va notamment dans les établissements scolaires parler de l'Europe. On accompagne également des jeunes à partir à l'étranger. Et puis, on organise des événements pour sensibiliser l'ensemble des citoyens européens et les inciter à participer à la vie citoyenne européenne. Et du coup, pour répondre à votre deuxième question, ça fait le lien. On avait la volonté avec la Maison de l'Europe de traiter de ce sujet de la participation citoyenne, puisque le numérique est une des priorités de la Commission européenne pour cette année. Et dans un cadre, on va dire, où la défiance est de plus en plus importante, il nous semblait important de notre côté de traiter de cette question de la participation et de la démocratie citoyenne en proposant un panorama d'outils qui sont à la disposition des gens, notamment dans le cadre du lancement de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui met à disposition une plateforme sur laquelle l'ensemble des citoyens peut contribuer, donner des idées pour l'avenir de l'Europe, organiser des événements. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi d'aborder cette thématique aujourd'hui dans ce webinaire. Et d'ailleurs, je vous remercie à tous de participer et de nous donner votre expertise aujourd'hui. Merci Anissa pour ces précisions tout à fait utiles. Je pense qu'on reviendra sur cet outil qui est la conférence sur l'avenir de l'Europe et sa plateforme dédiée. On en vient maintenant au vif de notre sujet, on y était déjà, hein, et de notre question, que je vous rappelle, hein, quels outils numériques pour la participation citoyenne au niveau européen? Ou en d'autres termes, eh bien, comment puis-je faire entendre ma voix? Nous nous interrogerons notamment sur comment, à l'échelle locale ou à un niveau plus global, les citoyennes et les citoyens européens peuvent contribuer à la démocratie européenne et quels sont les outils à leur disposition pour cela. Nous verrons également quels sont les freins éventuels à cette participation citoyenne via le numérique dans un contexte de crise de confiance de la démocratie représentative. Et quid par ailleurs des outils numériques à disposition des citoyens de l'Europe européenne, de l'Union européenne, se suffisent-ils à eux-mêmes pour construire et ou renforcer la participation citoyenne ou ne sont-ils que des outils à ne prendre que comme des outils? Et dans les échanges qui vont suivre, nous nous arrêterons sur quelques outils justement qui permettent aux citoyens européens de donner leur avis. On parlait justement de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Le souhait également des organisateurs de ce webinaire, c'est celui de l'échange. Alors vous pouvez d'ores et déjà y aller de vos questions, de vos commentaires, de vos remarques ou encore de vos retours d'expérience sur le sujet, sur le chat de ce webinaire. Deux invités pour cette conférence en ligne qui connaissent particulièrement l'Europe, ses rouages, le numérique et la question de la participation citoyenne. Bonjour Raphaël Pouillet. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente peut-être en deux mots.
Alors, je vais juste dire, et vous allez compléter si vous voulez bien. Alors, vous avez beaucoup de casquettes, hein. Vous êtes directeur, moi je vais retenir celle-ci, mais vous pourrez compléter. Vous êtes directeur de France de Democratic Society et vous êtes expert en soutien au processus démocratique. Quelques mots de présentation de Democratic Society? Oui, merci. Alors, Democratic Society, vous voyez peut-être sur ma petite fenêtre, là, on appelle ça aussi DEMSOC. Donc, c'est une. Alors, je vais parler belge un petit peu. C'est une association internationale sans but lucratif. Parfois, le droit local donne des explications beaucoup plus simples. Donc, on est une sorte de. Voilà, une association loi 1901, ça serait l'équivalent, mais disons, de portée internationale. Donc, qui a démarré au Royaume-Uni il y a 13 ans. Qui s'est installé à Bruxelles il y a 7 ou 8 ans et qui maintenant travaille dans 11 pays européens, en réalité sur tous les sujets de la démocratie de demain. Alors la démocratie de demain, il y a 10 ans, c'est la démocratie d'aujourd'hui en réalité. Et on travaille en particulier sur toutes les réponses à la crise multiforme de la démocratie représentative. Et comme on est sur une échelle européenne, on travaille notamment, ça nous a été, on a lancé ça tout récemment, on travaille également sur l'observation et l'évaluation de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc là, mes collègues étaient à Strasbourg ce week-end et m'ont raconté un petit peu ça. L'idée, c'est de pouvoir justement avoir prise sur les textes qui régissent notre vie finalement. Oui, 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 les textes et puis bientôt les robots. Hein. Donc, et oui, c'est ça. voilà. Merci. Et puis je disais que vous avez d'autres casquettes dont on parlera peut-être pas, mais Oui. en tout cas concernant cette participation citoyenne, vous faites des choses aussi du côté du continent africain. Mais on va se concentrer justement sur les questions européennes pour notre présente rencontre. Bonjour Arnaud Leclerc. Bonjour. Alors, vous êtes à Nantes, vous n'êtes pas très loin de moi d'ailleurs physiquement. Vous êtes titulaire de la chaire Jean Monnet, comme ce grand nom hein, d'un des fondateurs de l'Europe. Cette chaire est intitulée Telos Ethos Nomos de l'Europe. C'est à l'université de Rennes. Vous êtes donc un universitaire et vous êtes par ailleurs politologue. Quels éléments pourrait-on rajouter pour compléter de façon satisfaisante votre présentation? Alors d'abord, c'est l'université de Nantes, pas celle de Rennes, mais ça c'est un détail. Et pour le J'ai dit reste, Rennes. ouais. Ah non, c'est Nantes. C'est Nantes. Donc ouais, je suis prof de Sciences Po spécialisé sur les questions européennes et par ailleurs président d'un média qui s'appelle Euradio. Complètement. Il y a qu'il y a une radio qui se trouve, enfin qui est née à Nantes en tout cas. Hein. Alors, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Bien, ma première question, Arnaud, elle est pour vous. La participation citoyenne dont il va être question tout au long de ce webinaire, cette participation citoyenne aux questions européennes, avec ou sans outils numériques, elle a bien du mal à prendre corps, on le voit bien, il suffit de tendre l'oreille dans nos conversations privées. On est dans un contexte global de défiance aux institutions, aux politiques. Or, ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait même une sorte d'exaltation sur ces questions il y a quelques décennies. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, exaltation, il ne faut peut-être pas exagérer, mais il faut rappeler qu'en 1957, lorsqu'on lance la construction européenne avec le traité de Rome, en fait, le citoyen n'est pas du tout ciblé dans un premier temps. On construit une sorte d'organisation internationale avec des États. Et donc, la question citoyenne est très secondaire. Mais il y a à l'intérieur de l'Europe des acteurs qui vont être puissants, et notamment les mouvements fédéralistes, hein, qui vont être très puissants, et qui, dans les années 60, vont convaincre les États les uns après les autres de passer le pas. Et c'est ce qui va se passer dans les années 70 avec la décision d'élire un Parlement européen au suffrage universel. Alors ça va créer effectivement une grande espérance, l'espérance que les citoyens vont d'un seul coup, via une élection, s'intéresser à la question européenne, et que cette question européenne va prendre plus de poids, plus de corps dans la vie, dans la réflexion des gens. Donc, à la fin des années 70, il y a effectivement une expérience importante, mais en fait, elle est très vite déçue. Les premiers travaux qui sont faits des 80-81 par des équipes allemandes nous montrent que c'est une élection de second rang, que les gens s'y intéressent peu, que la participation est faible, que les partis ne sont pas du tout européens mais nationaux, qu'ils reclassent leurs élus politiques, que les sujets sont peu européens. Bref, ça ne va pas du tout apporter ce qu'on attendait. Et du coup, on va voir arriver un thème qui va devenir très dominant jusqu'à nos jours, qui est celui du déficit démocratique de l'Union européenne, et qui va se matérialiser, parce qu'il faut se rappeler qu'au début des années 90, par exemple sur le référendum sur Maastricht, ça passe, mais ça passe ric-rac, et on voit que d'un seul coup, il y a des opinions publiques qui sont quand même assez opposées, qui manifestent des résistances. Et ça, la Commission va l'entendre, et à partir des années 2000, elle y réfléchit dans un contexte en plus compliqué, parce que la Commission européenne, c'était celle de Santer, était prise dans un scandale
Donc ça ajoutait, si je puis dire. Et donc en 2001, on prend un grand virage, on publie un livre blanc sur la gouvernance européenne et on se dit, bon, maintenant on va ouvrir les portes, on va se tourner vers le citoyen, on va chercher à l'impliquer. Pendant les 3-4 premières années, ça ne va pas avoir un effet colossal parce que ça va surtout être la conférence qui va préparer la Constitution européenne avec les 2 référendums qui conduisent à un échec. Et après l'échec de 2005, là, pour le coup, on va pousser les leviers en disant désormais, il faut aller vers les citoyens vraiment et mettre en place des outils dont le numérique est évidemment l'axe presque principal. Et donc, là aussi, il y a à nouveau une espérance très forte. Raphaël, je pense, va pouvoir en témoigner. Au fur et à mesure des années, cette espérance, elle s'est elle aussi un peu dissipée. Ton micro, Pascal. Désolé, je ne t'avais pas mis mon micro. Raphaël Pouillet, Arnaud Leclerc parlait du 29 mai 2005. Quand on parle de participation citoyenne, si on avait voulu décourager les citoyens européens français ou des Pays-Bas à participer, il n'y avait pas meilleur moyen. Ça a été quand même une date fondatrice du désintérêt ou de la mise à distance de la chose européenne dans l'opinion publique. Oui, alors pays, en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le référendum sur le traité constitutionnel est souvent un petit peu la matrice de mouvements qui vont ensuite remettre en question profondément la légitimité de la représentation démocratique. On l'a beaucoup vu en France. On voit des choses qui datent de cette époque-là. Je ne sais pas, alors ceux qui ont mon âge ou plus, vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui s'appelait Étienne Chouard, qui parlait beaucoup à l'époque, et qui ensuite a eu peut-être des compromissions, des choses compliquées. Mais on retrouve ça maintenant dans une sorte de continuité, avec également certaines personnes qui se sont impliquées dans les Gilets jaunes, certaines personnes qui s'impliquent dans le mouvement anti-pass sanitaire. Voilà, il y a une espèce de filiation peut-être à partir de ce qui a été perçu par beaucoup de gens comme un premier choc sur le thème, tout simplement. On nous a demandé notre avis et on n'a pas été écoutés. Alors ensuite, les choses sont bien sûr beaucoup plus compliquées que ça, parce qu'il y a en réalité un désamour de la démocratie représentative qui n'est pas du tout exclusivement européen, qui prend des formes diverses. Évidemment, alors on a quelques tartes à la crème des choses classiques. Maintenant, on parle beaucoup de Trump, du Brexit. Mais si vous voulez, il y a eu des choses maintenant, il y a eu des études un petit peu plus poussées sur pourquoi ce désamour pour la démocratie représentative. Alors, il y a plusieurs manières de le regarder. Il y a des gens qui disent tout simplement, comme c'était le cas de Pia Mancini, qui est une grande activiste argentine sur ces questions-là, on nous demande de continuer de croire à des institutions qui ont été inventées au XVIIIe siècle avec des outils, avec une technologie, alors entre guillemets, une technologie du XVIe siècle, l'imprimerie, Gutenberg. Et donc, pourquoi est-ce que dans un monde où on a la possibilité de donner notre avis en quelques clics sur absolument toutes les questions possibles et imaginables, pourquoi est-ce que la démocratie représentative, pourquoi est-ce qu'elle est soumise uniquement à des cycles d'élections tous les 5 ans et donc, il y a tout un nouveau champ qui s'est ouvert et qui, au départ, alors on aime bien parler, un petit peu comme a fait Arnaud Leclerc, voilà, d'une grande espérance avec un petit peu de déception. Il y a eu une très grande espérance au début des années 2010 sur le digital pour sauver la démocratie. Et puis les choses ont bien évolué depuis. Alors juste pour terminer avec le 29 mai 2005, là où la pilule n'est pas passée non plus, c'est que 2 ans plus tard, il y a le traité de Lisbonne qui fait passer ce que les Français notamment avaient refusé à 56%. Et là, ça accroissait forcément ce désamour pour la participation citoyenne au niveau européen. C'est dans ce traumatisme-là, le mot est peut-être un peu fort, que se font des mouvements du style 5 étoiles, justement, que vous connaissez bien, Raphaël. Oui, merci. Alors, il n'y a pas ce traumatisme-là en Italie. Oui. Donc ça, on peut en parler. Il y a plusieurs choses qui sont en parallèle, qui se télescopent. On pourra en parler davantage. Il y a cette histoire de crise de la légitimité et crise de l'efficacité de la démocratie représentative dont a parlé Yascha Mounk, qui est quelqu'un dont je recommande la lecture, et puis en plus qui parle à peu près toutes les langues européennes. Donc il fait des podcasts intéressants. Si vous voulez, il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté peut-être cette crise autour du traité constitutionnel et du référendum qui va donner lieu à des demandes de le RIC, vous savez, le référendum d'initiative citoyenne, quelque chose qu'on entend énormément dans les milieux contestataires actuels. Mais de l'autre côté, il y a ce grand espoir de la démocratie digitale. Alors, dans le cas de l'Italie, c'est tout à fait étonnant.
il y a ce mouvement 5 étoiles qui vient de la rencontre entre quelqu'un qui s'appelle Casaleggio, qui est décédé récemment, qui a passé la main à son fils David Casaleggio, à Turin, quelqu'un des milieux Olivetti à Turin, ça fait partie des codeurs, des fondateurs, un petit peu des gens de la génération Bill Gates et compagnie, si vous voulez, et qui ont commencé à réfléchir à la manière dont on pouvait monter des plateformes numériques pour demander leur opinion aux citoyens. Mais c'est au départ dans une optique un petit peu publicitaire, dans une optique vraiment de sondage, de publicité, mais il y a vraiment l'idée qu'on tient là un outil. Et là, je vous parle de gens qui travaillent dans les années 80. Et cette rencontre avec Beppe Grillo, qui est un battleur politique très connu en Italie, donc il y a, cette rencontre, ça a dû se faire il y a une grosse dizaine d'années, où il y a cette idée de faire un parti politique qui représenterait pleinement, qui serait le véhicule, au sens le plus pur, d'une sorte de référendum permanent de ses membres. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que cette question du mouvement 5 étoiles pose mille questions. Il y a cette idée donc un petit peu futuriste, alors je ne vais pas dire que l'Italie est le pays du futurisme parce que c'est objectivement vrai historiquement, mais je veux dire, il y a cette espèce d'idée que c'est en Italie que toutes les expérimentations de la démocratie fin 20e siècle, début 21e siècle, arrivent toujours en premier. Ils ont eu Berlusconi et le berlusconisme avant tout le monde. Un mania des médias qui utilise le pouvoir de la télévision pour arriver à un haut niveau politique, genre de la politique spectacle télévisé, si vous voulez. Et maintenant, ce parti politique, 5 étoiles, donc qui a connu des succès divers, mais qui tient le coup, avec cette idée qu'on va interroger très, très, très régulièrement sur une plateforme dédiée qui s'appelle Rousseau, les membres du parti sur ce qu'il faut faire, alors dans à peu près tous les domaines. Mais le point important dans le cadre de notre conversation, c'est que c'est un logiciel propriétaire, que Casaleggio ne communique pas sur Rousseau. Ce n'est pas open source, si vous voulez. Il n'a pas partagé son code source et on ne sait pas ce qu'il advient des données de tous ses membres. Et ça, c'est une question que les gens posent régulièrement en Italie. Il n'y a pas de réponse, mais vous verrez que quand on parle davantage de plateformes de démocratie participative en ligne, il y a des questions très importantes de garde-fous, d'anonymisation ou d'utiliser des pseudonymes, ce qu'on appelle la pseudonymisation également, et qui sont extrêmement importants. Et dans ce cadre, le règlement général sur la protection des données, le RGPD, doit être un garde-fou absolu sur ces questions. On viendra tout à l'heure, Raphaël, sur le risque d'utilisation des données, voilà, et la nécessité de savoir à quoi ces données sont destinées, bien évidemment. Mais je voulais juste revenir sur un aspect de votre intervention, finalement, là où réussit le mouvement 5 étoiles, qui a bien échoué sur d'autres aspects. Ils se sont fait un petit peu grignoter par la Ligue, quand même, de Salvini, voilà, quand ils étaient au pouvoir. Petit peu quand même, c'est que finalement, le constat, c'est que on en a assez, et je parle d'une partie des Italiens et des Italiennes, qu'on demande leur avis tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, et ils veulent une démocratie directe via le numérique, quelque chose de permanent, de constant. C'est bien ça aussi, une des réussites de 5 étoiles, et c'est complètement en écho avec le thème de notre webinaire. Oui, c'est une des réussites, mais comme vous le soulignez, c'est un parti qui n'a souvent pas eu de boussole idéologique. Et par ailleurs, est-ce qu'on est certain, est-ce qu'on peut être certain, si on nous ouvre pas le code, que les préférences indiquées par les membres du parti sur cette plateforme sont réellement respectées? On n'en sait rien. C'est ça. Pour moi, le point important, c'est de dire les plateformes de démocratie, qu'il s'agisse d'un parti politique qui a décidé de changer la manière dont il organise ses référendums internes, ou d'une plateforme, d'une collectivité locale qui va donner son avis à sa population sur son plan climat local, c'est l'importance de la transparence et de la sécurisation des données. Arnaud Leclerc, est-ce que là-dessus, sur cet aspect qu'on vient d'évoquer, vous avez une réflexion, un avis, un regard? Il faut, je crois, interroger cette espèce d'idéal, disons, d'aller interroger tout le monde et que chacun puisse exprimer son avis en permanence sur la question politique, avec la question effective de la participation dans des outils numériques. Quand on fait des systèmes ouverts aux personnes pour qu'elles formulent des avis, ce qu'on constate depuis des années, parce que maintenant on a des milliers et des milliers d'expériences,
c'est qu'on a un nombre très limité de participants par rapport à la société dans son ensemble. Et donc, après, il faut s'interroger sur qui sont ces participants. Est-ce qu'ils sont représentatifs de l'ensemble de la société ou est-ce qu'au contraire, ils sont très décalés? Et par exemple, si on regarde les consultations que la Commission européenne fait depuis maintenant des années et des années, on a plein de sujets où c'est presque risible. C'est-à-dire qu'il y a 470 millions d'habitants européens et puis sur certaines consultations, on a 500 participants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de récupérer la vie de 500 personnes sur un paquet de citoyens aussi important? Et qui sont-ils? Or, ce qu'on constate depuis maintenant assez longtemps, c'est que globalement, ce sont les catégories qui sont les plus titrées scolairement, économiquement, socialement, et qui sont aussi ces catégories qui sont les plus pro-européennes. Ce sont celles-là qui participent à ces outils, et tous les autres, précisément ceux qui ont des réticences, et qui ont des traits sociologiques tout à fait différents, qui sont plutôt… alors, il y a deux types de résistance. En fait, il y a à peu près 30% des populations qui sont incertaines sur la question européenne, et ça correspond plutôt à une classe moyenne. Et puis, à l'inverse, pour les catégories les plus basses, donc les moins titrées scolairement, socialement, économiquement, là, il y a un niveau de résistance beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré, et on ne les voit jamais sur ces outils. Les incertains, c'est ceux, mon cœur balance un peu, quoi. Oui, pour, mais pas trop. Et en fonction des élections et des types d'interpellations, ils viennent ou ils ne viennent pas. Certaines élections, ils vont voter pour, d'autres, ils vont voter contre. Ils ont une relation à l'Europe qu'on peut qualifier d'ambiguë. Donc, le constat, c'est le constat d'un échec de la participation citoyenne via le numérique, d'après ce que vous nous dites, Arnaud Leclerc, ça ne marche pas? Non, tout dépend de ce qu'on veut faire avec le numérique. Si on veut, entre guillemets, un système de vote global, ça ne marchera pas. On l'a déjà testé, ça ne marche pas. On pourrait même ajouter, Raphaël pourrait, je pense, en rajouter beaucoup, la sécurisation d'un système de vote électronique est en fait impossible. Par exemple, l'identification de quelqu'un, c'est très compliqué parce qu'il faudrait un identifiant numérique unique dont on soit sûr. Il y a même des expériences aujourd'hui pour le faire à partir du visage, à partir de l'empreinte, à partir de telle ou telle chose. Mais pour l'instant, rien de tout ça n'est tout à fait fiabilisé en l'état. Et donc, on n'a pas de garantie absolue que c'est bien Pascal Massiot qui vote et pas quelqu'un d'autre à sa place qui utilise un identifiant qui est celui de Pascal Massiot. Voilà. Et pour chacun, on a ce problème-là. Donc, la technologie existe, mais elle n'est pas à ce point sécure qu'elle puisse être déployée pour des systèmes de décision équivalents au vote. Oui, c'est très juste. Arnaud, si je peux me permettre, il y a des petites discussions en ce moment autour, par exemple, de la primaire écologiste, qui est entièrement en ligne cette année, et où, voilà, il y a eu un arbitrage qui a dû être fait pour la sécurisation des votes, mais dans les interviews avec les gens qui ont organisé ça, ils admettaient qu'il y avait une petite marge, mais comme on ne parle pas ici de suffrage, de suffrage universel direct selon les termes de nos républiques, et que c'était une sorte de consultation, même si c'est un vote, bon, on s'autorise une petite marge, on admet qu'il y a une petite marge d'erreur, mais que tout est fait pour l'améliorer. Mais où est l'arbitrage en réalité? Vous avez raison, Arnaud, de le dire. C'est que si on voulait complètement sécuriser les votes en ligne, il faudrait un système où l'État peut à 100% dire oui, on sait que telle personne était là et a voté à cet endroit-là. Or, il y a un certain nombre de garde-fous justement sur la protection de la vie privée qui font qu'on espère que nos États libéraux n'auront jamais ce niveau de finesse et de certitude sur qui est derrière un ordinateur. C'est intéressant que vous fassiez référence à ce qui s'est passé justement ce week-end du côté des écologistes, qu'on soit écologiste ou pas écologiste. On voit bien qu'il y a une sorte d'appétence parce que ça réunit beaucoup plus de monde qu'il y a d'adhérents d'Europe Écologie. On a l'impression que là, il y a un terreau qui serait assez fertile, à moins que ce soit des éléments parasites qui viennent perturber la consultation. Arnaud Leclerc. Deux remarques, l'une sur la consultation écologiste, l'autre sur l'autre consultation qui a eu lieu aussi ce week-end, mais en Hongrie, sous forme électronique. Alors, sur celle des écologistes en France, 109 000 participants au regard d'une population qui sera à peu près de 47 millions d'électeurs qui doivent aller aux urnes. Et c'est à la fois beaucoup, parce que la dernière fois c'était 29 000, mais c'est en même temps ridicule. Et de l'autre, la consultation qui a eu lieu en Hongrie, il a fallu l'interrompre le midi parce qu'il y avait une intrusion massive. Donc, on voit aussi toute une série de risques et de garanties qu'il faut pouvoir offrir et qui ne sont pas faciles à construire. Arnaud, intrusion, c'est-à-dire qu'il y avait quoi? Un État qui n'est pas la Hongrie qui a mis ses pattes dedans? Un État voisin, par exemple? C'est ça. C'est ça. Ah, voilà.
qu'on va peut-être revoir pour nos élections présidentielles françaises. Voilà, on regarde vers l'Est, du côté d'une capitale qui commence par un M. La participation citoyenne, Raphaël Pouillet, eh bien, elle a un précédent qu'on a connu avec Obama et sa question de gouvernement ouvert. On était dans quelque chose qui avait trait à la participation citoyenne avec l'outil numérique. Alors, on n'est pas en Europe, bien sûr, mais est-ce qu'on a là une piste intéressante justement à reproduire sur notre vieux continent? Obama, c'est quelqu'un d'intéressant. Il vient du community building, de tout ce qui est dans ce qu'il faisait quand il était à Chicago comme jeune activiste. Ce sont vraiment des méthodologies disons de grassroots, excusez-moi pour les anglicismes, mais vraiment de travailler à la base. Je crois que c'est comme ça que disent les Québécois. Il faut toujours se tourner vers le Québec pour savoir comment traduire des expressions de ce genre. Et donc, voilà, des mouvements, des communautés de base avec lesquelles on travaille pour les faire accéder à une citoyenneté active, engagés sur des questions qui les concernent. Et par ailleurs, bien évidemment, bon, c'est le grand pays de l'innovation technologique. Et donc, il a lancé, il y a exactement 10 ans, l'anniversaire est cette année, le partenariat pour le gouvernement ouvert. Et ça partait de l'idée que voilà, la société civile, maintenant équipée d'outils numériques, peut jouer pleinement sa place dans la co-création de politiques publiques plus adaptées. En réalité, l'idée que tout le monde doit jouer sa partition dans ce gros concert de l'open data, des données ouvertes, et où justement des États comme les États-Unis se sont engagés à ouvrir les données pour créer un écosystème d'innovation ouverte où des jeunes codeurs, c'est souvent des jeunes, c'est pas uniquement, ils le sont un petit peu moins maintenant, mais des jeunes codeurs vont trouver des solutions pour améliorer les transports publics dans la ville de San Francisco, vont aider à améliorer le cadastre à Atlanta si on leur ouvre les données publiques de ces villes sur la qualité de l'air. Voilà, il y a des apps qui ont été créées en open source par cette communauté qui voulait créer des communs numériques notamment. Donc tous ces activistes qui ont contribué, souvent localement, à améliorer la qualité des services publics en travaillant sur les données que les États, et quand on dit aux États-Unis, ça peut être même les États au sens les États de l'Union ou les villes, ont ouvert. Et maintenant, il y a environ 80 pays qui sont membres, dont la France, bien sûr, et la France a été coprésidente du partenariat donc en 2016-2017, en 2017, à cheval sur les deux mandats présidentiels. Et en France, il y a pas mal d'efforts dans ce sens-là. Et on peut dire que la communauté, par exemple, l'organisation qui met à disposition la plateforme Decidim pour la plateforme de participation citoyenne de la conférence sur l'avenir de l'Europe, eh bien ça fait partie de ces gens, de cette communauté qui est montée en puissance autour de l'entrée de la France dans le partenariat pour le gouvernement ouvert. Pour les non-initiés, est-ce que ça ouvre vraiment des champs de dialogue patent, intéressant, constructif, d'une démocratie Raphaël et Arnaud, vous intervenez quand vous voulez aussi. Alors, juste un tout petit mot peut-être. Les budgets participatifs en ce moment en France utilisent ces plateformes. Alors, il y a énormément d'acteurs, qu'ils soient à but lucratif ou non, mais vous ne seriez pas étonné de voir que presque toutes les villes, y compris des petites villes maintenant, mettent à disposition un budget participatif pour leurs habitants dans lequel ils vont choisir. Alors moi, j'étais à une réunion de ça récemment et la personne disait avec une pointe d'ironie, écoutez, on est en train de s'approprier l'outil numérique, la moyenne de participation est de 2,6%. Donc voilà, ça va progresser. Une remarque, Arnaud, là-dessus? Je pense qu'il faut bien comprendre que pour un citoyen, c'est plus facile de pouvoir participer si on lui propose un projet très identifié, très précis, et qui impacte très directement son quotidien. Donc les budgets participatifs, ce sont souvent des choses comme ça. Donc c'est qu'est-ce que vous voulez faire pour modifier dans votre quartier telle ou telle chose, par exemple, et dans ce cas-là, c'est assez facile de s'impliquer. Pour toutes les autres, et en particulier lorsqu'il s'agit d'influer sur une politique, que ce soit la politique d'une ville, d'une région, d'un État, encore plus de l'Europe, il y a un coût préalable important qui est de pouvoir s'informer, d'être correctement informé, d'entendre les arguments pour et contre les différentes options possibles. La démocratie, avant d'être un système de décision, de vote, c'est d'abord un système d'échange d'arguments. Et donc, l'enjeu, c'est de structurer un système qui permet de formuler les arguments pour et contre et de les mettre à disposition, y compris d'y contribuer.
Et ça, pour l'instant, c'est pas beaucoup fait. C'est-à-dire que beaucoup, on va dans le système participatif. Êtes-vous pour le projet A qui vise à faire un jardin ou le projet B qui vise à faire telle chose? A, B, je vote, c'est fini, je m'en vais. Mais pour tout le reste, c'est un travail d'investissement et que tout le monde ne peut pas faire par la même vitesse, pas avec le même niveau de profondeur. Et c'est pourquoi, quand on ouvre des outils de participation, très souvent, ceux qui sont déjà très informés, ceux qui sont les plus, ils y vont évidemment très facilement, mais il faut penser à tous les autres. Mais là, vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est vous, Arnaud, que finalement, ça va concerner peu de gens, même si ça fonctionne, puisqu'il faut avoir une culture quand même numérique déjà, ce sont plutôt des jeunes. Est-ce que là, déjà intrinsèquement, il n'y a pas une limite à ces perspectives-là? Alors, ce n'est pas une limite absolue. Toutes ces limites, on peut les travailler et les repousser. Mais disons très simplement, ça n'est qu'un outil. Et il faut aussi faire des démarches actives pour aller vers les gens, les prendre par la main, les socialiser à un enjeu, leur expliquer pour qu'ils puissent ensuite s'en saisir. Si on leur jette le truc comme ça et débrouillez-vous, bah évidemment, une grande quantité reste à distance. Et qu'est-ce qui fait que ça marche, par exemple, à Sao Paulo, Raphaël, vous connaissez, il y a la démocratie là, qui s'incarne via ces canaux-là. Moi, je pense que c'est Porto Alegre, hein, qui est un des Porto Alegre, c'est Porto Alegre qui a été vraiment, voilà, Porto Alegre a été un des phares un peu de ces mouvements citoyens du Forum social mondial, etc. Début des années 2000, oui. Voilà. Et effectivement, alors c'est quelque chose qu'on va retrouver également à Barcelone. Barcelone, en Europe, est la grande ville qui porte ce genre de grande innovation démocratique en réalité, et qui justement va combiner le numérique et le présentiel. Alors, présentiel, c'est un terme qu'on n'utilisait pas tellement il y a 2-3 ans, mais très clairement, maintenant, on a compris que cette notion de socialisation autour d'un enjeu, elle doit se faire en présence, en chair et en os. Et c'est là que, entre l'innovation démocratique par la technologie et les plateformes et l'innovation démocratique par la remise au goût du jour du tirage au sort, des mini-publics citoyens, des panels citoyens, il y a plein de manières d'en parler, remise au goût du jour telle que l'OCDE notamment s'en est emparée. L'OCDE, maintenant, le groupe de travail de l'OCDE sur la participation citoyenne innovante est en pointe sur ces questions-là. Il y a des rapports absolument passionnants. Il y a le résumé en français qui est sorti la semaine dernière, que je vous invite à lire, et qui montre justement, alors évidemment ce sont des grandes études sur plein d'études de cas, avec notamment le grand modèle qui était le panel en Irlande, qui a donné lieu à toute une série de réformes, et notamment la loi sur l'avortement en Irlande, qui est arrivé au bout d'un long processus de socialisation de différentes idées. Alors on dit que parmi les choses importantes, il faut que ces panels de citoyens tirés au sort, évidemment, le panel va faire l'objet de ce qu'on appelle une stratification. Il y a un tirage au sort, mais ensuite il y a une stratification qui va rendre compte, un peu comme font les instituts de sondage, de la diversité de la population, en termes de genre, de profil socio-économique, d'origine nationale, etc. Mais qu'ensuite, il doit y avoir accès à une information la plus large possible en ayant accès à des groupes d'experts. Et ensuite, surtout, la phase de délibération, la phase de discussion, de socialisation d'idées, parfois à huis clos. Vous vous souvenez quand la Convention citoyenne, ceux qui avaient la chance, la Convention citoyenne sur le climat, ceux qui avaient la chance d'y assister, n'avaient pas le droit d'assister à ces groupes de travail lorsqu'ils se réunissaient pour débattre d'une question. Là, les observateurs devaient se retirer. Mais effectivement, on peut pas. C'est difficile de parler de progrès en termes d'outils numériques pour la démocratie sans parler du progrès parallèle, et peut-être encore plus impressionnant, ces 5-6 dernières années, sur la remise au goût du jour de la lottocratie, comme dit Hélène Landemort, qui est une des chercheuses enseignantes les plus en pointe sur ces questions-là. Un tirage au sort, ça nous ramène à Athènes, mais ça nous ramène aussi à la Révolution française, où il y avait des modes de désignation du même type également. Quels outils numériques pour la participation citoyenne au niveau européen? C'est la question qui est posée par ce webinaire co-organisé par la Maison de l'Europe, qui l'a impulsé originellement et rejoint très vite par Pop Media. Et nous sommes avec Raphaël Pouillet, directeur de Democratic Society, et avec Arnaud Leclerc, universitaire, titulaire de la chaire Jean Monnet Ethos Nomos de l'Europe. On parle de ces outils, de ce
numérique. On a parlé d'Obama et du gouvernement ouvert. Moi, j'avais une question également, enfin, qui rejoint un petit peu ce que nous disait Arnaud Leclerc tout à l'heure, c'est-à-dire en substance, vous nous disiez, Arnaud, que finalement le numérique en soi, ça n'est pas grand-chose et qu'il y a quand même un travail de terrain, peut-être a-t-il été fait à Porto Alegre et à Barcelone également, pour justement s'emparer des outils numériques. Les gens ne vont pas se ruer sur telle ou telle plateforme, il y a une acculturation à la chose démocratique, à la chose européenne, avant une acculturation à l'outil. Oui, alors deux remarques. D'abord, en Amérique du Sud, la situation est complètement différente de celle que nous connaissons en Europe, parce qu'il faut se rappeler que la démocratie représentative est considérée comme très corrompue, très problématique, et donc tout ce qui sort de la démocratie représentative, que ce soit par le numérique, que ce soit les systèmes participatifs ou délibératifs, sont plébiscités. En Europe, même s'il y a une critique forte et une usure de la démocratie représentative, ce n'est pas aussi simple. Quand on a fait de la démocratie participative dans les années 2000, qu'on a demandé aux élus d'aller faire des réunions de quartier, etc., on s'est rendu compte que les élus n'étaient pas très chauds et que très souvent, ils ont tué dans l'œuf les outils, en faisant de la vente, entre guillemets, de ce qu'ils faisaient et en laissant très peu de place aux citoyens pour qu'ils aient la parole. Donc, alors, première chose. Deuxième chose, effectivement, le numérique en soi n'est qu'un outil. Et ce qui compte, c'est comment on emmène l'ensemble des citoyens vers des questionnements. C'est joli de vouloir formuler son avis, mais encore faut-il le pouvoir, encore faut-il pouvoir être au courant, comprendre les enjeux et comprendre les différentes positions. Les gens ne sont pas d'accord, très bien, pourquoi? Et on voit bien de ce point de vue-là, il suffit de regarder les réseaux sociaux et leur fonctionnement, que ce n'est pas tellement la logique de l'argumentation qui l'emporte dans les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus ce que les Américains appellent le flaming effect. C'est vraiment, on s'enflamme, on voit des positions, j'allais dire, à l'arme lourde, quitte à ce que ce soit des insultes, etc. On n'est pas dans l'approfondissement du dossier pour regarder ce que ça va produire. Et Raphaël a cité tout à l'heure l'exemple du Brexit. Rappelons-nous, même si c'était un vote classique, rappelons-nous que les Anglais ont presque découvert les enjeux qu'il y avait dedans après, et pas pendant la campagne. Voilà. Ton micro, Pascal. Oui, ça y est, mon micro. Le numérique n'est qu'un outil. Raphaël Pouillet, vous rejoignez Arnaud Leclerc sur cet aspect de notre conversation? Oui, et dans la manière dont les choses se passent maintenant, on a systématiquement cette espèce de sandwich, ou cette espèce de millefeuille, où on va donner la parole aux citoyens et citoyennes sur une plateforme. Alors, dans le cas de la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est une plateforme Decidim, donc il y a quand même l'avantage que ce soit une plateforme open source, avec toutes les garanties que ça peut présenter. Et puis, en réalité, le gros du travail est celui de panels citoyens tirés au sort et qui constitue la réalité du travail, avec en plus la tentative d'avoir des panels citoyens d'abord, dans le cas de la France en tout cas, dans les 13 régions de France métropolitaine et 5 régions, on va dire très simplement, d'outre-mer, et qui va ensuite donner la dimension, les travaux de cette conférence sur l'avenir de l'Europe pour la France, et puis par ailleurs, une conférence sur l'avenir de l'Europe également avec ses citoyens des différents pays, avec une clé de répartition, ça c'est des termes qu'on aime à Bruxelles, une clé de répartition extrêmement complexe pour s'assurer que les pays sont suffisamment représentés, les groupes socio-économiques, les âges, etc. Mais également, vous voyez que c'est extrêmement fin. C'est un système de poupées. Alors, je ne vais pas dire que c'est des poupées russes, que ça serait peut-être de mauvais goût ici, maintenant, après ce que vous avez dit, Pascal, mais un système de babouchka qui sent. Mais on essaye de partir toujours du local. Et en réalité, l'épaisseur de la plateforme en ligne, maintenant, c'est en réalité beaucoup pour donner aux gens l'espace pour proposer des idées. Mais on s'est aussi rendu compte, dans le cas du grand débat, par exemple, que les centaines de milliers, alors là je ne me souviens plus du chiffre exact, de propositions sur la plateforme en ligne du grand débat devaient être traitées par intelligence artificielle, mais qu'en réalité, on n'a pas pu aller au bout, et qu'en réalité, il y a même eu quelque chose qui s'appelle la grande annotation, où on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de chercheurs, d'un grand travail participatif de gens qui allaient annoter, ils ont pu en faire sur 400 000, je crois, annoter et mieux comprendre ce qui avait été écrit sur la plateforme du grand débat. C'est-à-dire qu'on compte sur les gros moteurs d'intelligence artificielle pour donner une photographie précise de ce qui a été, de toutes les contributions en ligne à l'époque du grand débat, qu'en réalité, quand on a fait des tests à l'aveugle, on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours très précis, et c'est pour ça qu'il a fallu remettre de l'humain sur
l'analyse de tout ça, c'est une sorte de Wikipédia, si vous voulez, où il faut des humains qui vont dans ces données voir la réalité des infos et travailler de la même manière, socialiser en ligne la réalité de ce qui est écrit. Est-ce que l'intelligence artificielle fait bien son travail d'interpréter ce qui est écrit là-dedans? Donc voilà, tout ça pour dire que les plateformes citoyennes maintenant sont, surtout sur des échelles comme celle de la conférence, ne sont pas le cœur du sujet, mais qu'en réalité, plus on avance, plus elles vont être utilisées. Là, on dit que ce sont surtout les moins de 25 ans, par exemple, qui utilisent cet outil. Bon, c'est moins de 25 ans, dans 10 ans, ils auront moins de 35 ans, et ainsi de suite. Donc, oui. Et alors, en même temps, en gardant bien en tête le fait que c'est un outil qui peut très vite se retourner contre ses utilisateurs. La question vraiment de la protection des données, on pourra en parler un petit peu plus tard si vous le souhaitez, mais cette question-là est absolument essentielle. La CNIL, il y a 2 ans, a donné des recommandations très fortes à ce domaine-là, à ces plateformes participatives citoyennes, en disant qu'il y avait des garde-fous à respecter. La protection des données est un aspect de notre conversation qu'on va rejoindre plus tard. D'une phrase, je dis aux internautes qui sont déjà connectés à notre webinaire qu'ils peuvent ou elles peuvent d'ores et déjà poser leurs questions et je me ferai un plaisir de les relayer. Il faut parler de l'utilisation là par la force des choses ou des générations. Voilà, l'outil numérique sera utilisé de plus en plus massivement. Mais ces panels citoyens auxquels vous faisiez référence, Raphaël, il faut les multiplier. C'est ce qui va peut-être être un des basements de la démocratie participative via le numérique. Là, maintenant, il y a une véritable explosion. Là, je regardais, j'en parlais avec quelqu'un à l'instant, j'ai vu qu'on m'a envoyé un documentaire d'Arte là, sur le retour du tirage au sort, les panels citoyens. Il y a une véritable explosion, et c'est ce que l'OCDE appelle la vague délibérative. Et alors, vous voyez que Paris, Paris est en train de mettre en place un système qui va faire la part belle à une chambre citoyenne permanente qui va travailler justement en parallèle avec une plateforme en ligne sur la manière d'allouer une enveloppe de budget participatif plus importante qu'autrefois. On parle très souvent de la communauté germanophone de Belgique. Alors je crois que c'est 35 000 habitants, mais ils sont très, très en avance sur ces questions-là, où ils ont carrément installé un système de panel citoyen permanent, une chambre citoyenne permanente dans leurs institutions, et qui va elle-même lancer des grands thèmes et ensuite susciter la création de panels de plus petite taille et travaillant sur des sujets d'une échelle plus petite. On parle d'une collectivité de 30 000, 40 000 habitants, ce n'est pas grand-chose, mais qui a, pour la première en Europe, qui a réellement institutionnalisé cette dimension de la participation citoyenne dans ces rouages institutionnels. La communauté, je crois Bruxelles aussi, le Parlement de Bruxelles est en train de monter quelque chose du même ordre. Arnaud ? Oui, je veux juste ajouter une chose. Il faut bien comprendre que ces outils sont plutôt des outils complémentaires à la démocratie représentative. Pourquoi? La situation, c'est que les élus, et d'une certaine manière les élites, sont très critiqués. Et donc, ce qu'on cherche à faire avec ces outils, c'est aller récupérer une parole de profane, de quelqu'un qui n'est pas un expert du sujet. Mais il faut bien comprendre que la société, par elle-même, elle ne dit rien, elle dit tout et son contraire, toutes les positions possibles, imaginables. En mettant une série de citoyens qui sont tirés au sort, on essaye d'extraire une dominante dans le discours de ceux qui sont des profanes. Et à partir de là, cette demande-là, on peut la confronter aux élus et aux élites. C'est ça qu'on cherche à faire. Donc, on ne va pas chercher à substituer une assemblée de citoyens tirés au sort à des élus. On cherche plutôt à les alimenter et à les enrichir. Donc, complémentarité et pas subsidiarité, finalement. Une chose, Arnaud Leclerc, et quand on a préparé cette rencontre, vous me l'avez dit pas nombreuses, mais à plusieurs reprises, l'importance des relais sur le terrain pour justement construire ou consolider ou renforcer ou développer cette participation citoyenne via le numérique, parce qu'on baigne dans le numérique, de toute façon, nos actions passeront par le numérique. Qu'est-ce que vous entendez par relais précisément sur le terrain? Je crois qu'il faut se rappeler quand même que la Commission européenne, particulièrement depuis 20 ans, elle a beaucoup conçu l'action vers les territoires comme un schéma très de haut en bas.
je fais de la communication, je l'envoie et à vous de l'avaler. Mais ce qu'on constate, c'est que les résistances, elles existent et elles sont même de plus en plus nombreuses. Et qu'en réalité, si on veut aller chercher en particulier ceux qui sont incertains sur l'Europe, qui s'interrogent, qui n'ont pas une position absolument carrée et définitive, ceux-là, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher sur place, il faut pouvoir travailler avec eux, il faut les socialiser à l'enjeu, il faut pouvoir les interroger, etc. Et ça suppose d'avoir des outils sur les territoires qui permettent de faire ça, des espaces où on peut discuter. La Maison de l'Europe, ça peut être ça, par exemple. Mais ce n'est pas simple, parce qu'il faut aller chercher des gens qui, parfois, ne sont pas du tout dans ce quartier-là, si je puis dire, et voire ne sont pas dans le cœur de ville. Et donc, ça veut dire tout un travail, tout un travail lourd qui doit être fait un peu partout, parce que croire que le citoyen, parce qu'on lui a envoyé un outil de com un petit peu élaboré, il s'en saisit et il vous répond, ben non, encore une fois, ça c'est vrai des 15 à 20% qui sont hyper dedans, mais les autres, ils ne sont pas là-dedans. Il faut aller chercher les plus rétifs, c'est comme pour le vaccin, ça, Arnaud. Hein. Alors, encore une fois, les plus rétifs, certainement pas, parce qu'il y a une dose aujourd'hui assez considérable dans les sociétés européennes, 25 à 30%, de gens qui sont presque convaincus contre. Et cela, il est très, très compliqué de pouvoir aller les chercher, les emmener, de pouvoir discuter avec eux. L'enjeu, c'est plutôt ceux qui sont les incertains du milieu et qui sont quand même une très grosse quantité de citoyens dans nos sociétés qui représentent l'immense majorité de la classe moyenne. Un média comme la radio que vous présidez, Radio, extrêmement important. C'est des projets qui sont très, très rares au niveau national, mais qui ont une importance capitale parce que c'est là que le message passe, que se verbalise l'Europe, j'allais dire. Oui, mais c'est très intéressant quand on regarde où est-ce que l'Europe alloue ses fonds lorsqu'il s'agit d'aider à parler d'Europe. Elle l'alloue à des think tanks qui produisent de l'expertise pour des experts. Moi, je lis beaucoup ce que publie la Fondation Schuman, etc., ou les grands think tanks allemands, etc., tous financés lourdement par l'Union. Mais en réalité, tout ce qui essaie de travailler par le bas est en l'état très peu soutenu ouvertement par l'Union. C'est assez paradoxal quand on voit le déficit justement de participation que l'on peut constater. Moi j'avais une question, Raphaël. Je vais parler un petit peu, vous allez nous parler de Democratic Society. Comment vous arrivez, vous, à proposer une participation citoyenne, justement? Comment il y a une méthodologie, il y a quoi? Il y a un apprentissage, il y a une formation, il y a un état d'esprit. Comment ça se passe? Merci Pascal. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que dit Arnaud. On parlait de socialisation autour de questions, de l'importance de recréer cette agora, etc. Mais évidemment, si c'est un agora d'hommes blancs de plus de 55 ans, ça pose quand même un grand problème. Et donc, c'est réellement un des travaux, une des orientations principales des travaux sur la participation citoyenne, c'est d'aller chercher les publics éloignés. C'est d'aller, alors moi je sais qu'on travaille pas mal avec les CCAS, par exemple les centres communaux d'action sociale, il y a eu des travaux comme ça. Et donc lorsque l'on veut lancer un processus participatif, il y a l'idée d'impliquer les citoyens, alors dans certaines communes, on va dire les usagers, les habitants, il y a toujours des grandes questions là-dessus, parce qu'il y a des habitants qui n'ont pas la citoyenneté du pays, mais qui doivent être impliqués aussi. Voilà. Vous voyez, dès qu'on entre sur ce type de questions, on se rend compte que de qui l'on parle et s'assurer que l'on parle absolument à tout le monde et surtout que tout le monde, dès le départ, peut participer à la co-création du processus participatif, co-création de la concertation citoyenne. Alors, dans un cas comme ce que l'on a pu faire, par exemple, avec la métropole d'Orléans, ce qu'on fait dans d'autres villes en Europe sur la mise en place de mécanismes participatifs pour aller désigner ensemble les priorités pour aller vers du bas carbone ou du zéro carbone à horizon 15 ans, eh bien, dès le départ, on va essayer de mettre en place des systèmes où, par exemple, les ateliers de co-création vont se faire dans des endroits où les populations éloignées vivent ou travaillent, à des horaires spécifiques. Très souvent, on en parle souvent, il faut proposer de la garde d'enfants. Il faut dédommager ou tout simplement rendre possible sur place certaines activités qui autrement empêcheraient les personnes en question de participer. Il y a des choses liées à l'usage, si c'est le cas à Orléans, l'usage de la langue française par exemple. Est-ce que ce sont des publics qui ont l'habitude de s'exprimer en langue française devant des autorités administratives? C'est souvent pas le cas. Donc voilà, ça c'est vraiment tout un aspect, ce sont tous les différents éléments
de design, si vous voulez, de ces processus participatifs qui sont autant de briques qu'il faut absolument prendre en compte pour s'assurer que le processus est ouvert et va chercher une participation. Et c'est aussi pour ça qu'on va accumuler les étages, si vous voulez. C'est pour ça que d'une certaine manière, à une échelle gigantesque, la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est aussi un petit peu cet enchâssement de plusieurs échelles, de plusieurs étages. Alors ensuite, on travaille souvent sur quelque chose qui s'appelle l'échelle d'Einstein. Alors Einstein, c'était une chercheuse américaine dans les années 60 qui a mis en place toute une série de niveaux allant de l'absence totale de consultation en politique publique jusqu'au niveau de la co-création et alors carrément du pouvoir rendu intégralement au public dans des modèles peut-être un peu utopistes là pour le compte, puisque, comme dit Arnaud, on parle bien d'un aspect qui va enrichir la démocratie représentative et la revitaliser. Mais si vous voulez, oui, ce qui compte le plus, ce n'est pas simplement de dire voilà un outil, exprimez-vous et on verra ce qu'on peut en faire. C'est aussi pour nous assurer à la fois que les publics participent, mais aussi que les gens qui auront la décision politique à la fin s'engagent et sont conscients du fait que bon, ben c'est un outil qui peut se casser très facilement si on en fait un usage cynique ou bien si en réalité on fait des promesses qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Donc ça, c'est très important. Alors oui, ça c'est même vital, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se sentir trahi justement, qu'on soit décoratif en quelque sorte. Et ce qui a été beaucoup reproché d'ailleurs à la démocratie, pas représentative, mais participative, justement, hein, bleu clair ou bleu foncé, les portes de nouveaux sens socioculturels, ça fait des dégâts, ça aussi. Il faut qu'il y ait une sincérité, justement, une vraie écoute de la part des personnes qui dirigent finalement telle ou telle collectivité. C'est bien ça. Arnaud, sur ce point-là, c'est important là aussi. Il faut que se réunir quand on est citoyen, ça puisse effectivement servir à quelque chose. Oui, et là, on est plus dans de la délibération que dans de la participation. C'est Parce que vrai. dans la participation, vraiment, les gens viennent et généralement, c'est pour. Ils peuvent réfléchir, ils peuvent discuter, mais à un moment donné, ils vont décider collectivement. Dans les systèmes Porto Alegre, etc., ils décidaient collectivement. Donc, il n'y avait pas d'illusion sur ce terrain-là. Il y avait l'illusion parfois sur le fait que la décision prise ne conduisait pas à ce qu'ils avaient imaginé. Mais en revanche, la décision était bien prise. Dans les systèmes de consultation, et on l'a vu avec la conférence citoyenne sur le climat en France, on mobilise des citoyens, ça suscite un énorme intérêt, les propositions sont assez novatrices. Et au bout du bout, le président dit je vais tout faire. Et puis, au fur et à mesure des mois, on se rend compte que l'essentiel est relégué à l'arrière-plan. Et du coup, beaucoup de frustration de tous ceux qui y ont participé, qui disent on s'est fait avoir, etc. Et ça aussi, c'est très relayé. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une machine contre vous. Il faut être très prudent d'ailleurs, parce que un échec, c'est déjà grave pour l'outil. S'il y en avait un deuxième, l'outil serait mort. Je veux dire que la possibilité d'utiliser des outils comme ça, qui sont pourtant intelligents et performants, peut devenir compliquée dans ce pays s'il y a 2-3 échecs politiques de cette ampleur-là. Alors, on est toujours dans notre webinaire co-organisé, impulsé par la Maison de l'Europe et rejoint par Pop Média. Quels outils numériques pour la participation citoyenne au niveau européen? Et messieurs, et je m'adresse à Anissa également, vous intervenez quand vous voulez, Anissa, hein. Je sais que vous êtes là en toute bienveillance et pour veiller au grain en cas de souci technique, mais la technique marche tout à fait bien. Une question, et merci pour cela, d'une de nos internautes. Bonjour, ayant pu assister à la conférence régionale des Pays de la Loire, j'ai été très frappé d'une part par l'engagement et l'appétence du panel citoyen réuni et d'autre part la très grande méconnaissance du fonctionnement de l'Europe ou même de son actualité récente, alors même qu'on leur demandait de formuler des propositions. Comment faire pour combler ce gouffre? Fin de la question et merci pour cette question et ce retour d'expérience. On en parlait finalement déjà depuis quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Arnaud, est-ce que on a l'impression qu'il faut déverrouiller les choses presque sur les bancs de l'école, mieux apprendre l'Europe, cette culture européenne vienne plus puissamment et plus jeune. Est-ce que je me trompe? Comment on peut faire? Cette personne parle de gouffre. Oui, oui. Alors, merci Céline pour cette question. Au passage, Céline dirige la Maison de l'Europe et donc elle est aux premières
saine, avant saine même, pour être confronté à cette question-là. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse univoque, parce qu'on pourrait se poser la question dans l'autre sens. Comment les petits Français, ils apprennent à se repérer dans l'espace politique français, sur comment ça marche, c'est quoi un maire, un président, etc., pour combien de temps il est élu, c'est quoi la droite, la gauche et toutes ces choses-là. Et puis, qu'est-ce que celui-là propose et qu'est-ce que celui-là. Et la même question peut se poser pour l'échelle européenne. Il n'y a pas un outil qui va, comme une baguette magique, résoudre la question. Il y a évidemment une couche préalable nécessaire dans le cadre de la formation scolaire. Mais on ne peut pas le demander non plus à l'école d'aller expliquer tous les enjeux que traite l'Europe. Ils sont infinis, j'allais dire qu'ils sont très très nombreux, ils se renouvellent en permanence. Et donc, il y a une base minimum effectivement à fournir, mais qui est quand même pas si importante que ça, d'autant plus que la base en question ne doit pas être trop institutionnelle. Ça, c'est le dérapage généralement des éducations civiques, hein. C'est vraiment de proposer des choses très institutionnelles, et ça barbe, on sait bien, les enfants et même les étudiants. Il faut utiliser des techniques plus interactives, pouvoir faire discuter les gens de choses, et aussi, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas que l'école, quand on essaye d'apprendre sur que pense tel acteur politique, etc., on utilise plein d'outils. On utilise des médias, on utilise la discussion avec des collègues, on utilise plein d'outils en réalité pour faire ça. Sur l'Europe, ça doit être la même chose, sauf que l'Europe, c'est un objet distant, c'est un objet beaucoup plus complexe, parce que rarement une décision prise à l'Europe implique mécaniquement quelque chose en bas. Il faut, là encore, des relais, ça va passer par des États, ça va passer parfois par des régions, etc. Et donc, il ne va pas se passer exactement la même chose partout. Donc, c'est plus difficile comme objet à vendre, si je puis dire. Et puis après, l'Europe, il faut aussi qu'elle se simplifie de l'intérieur et qu'elle soit capable de parler d'elle-même un peu autrement que comme elle le fait à l'intérieur de la bulle de Bruxelles. Le quartier Europe à Bruxelles, c'est quand même un peu une bulle d'une élite qui parfois oublie complètement ce que sont les vrais gens dehors et la manière de pouvoir leur communiquer des choses. Et donc là aussi, il y a des apprentissages à faire par les instances elles-mêmes de la manière dont on va vers les gens et dont aussi on reçoit leurs paroles dans l'autre sens. C'est un peu compliqué, l'Europe, la Commission européenne d'un côté, le Parlement de l'autre, une instance élue, l'autre pas. Enfin voilà, dans l'opinion publique, on n'est pas au fait de ça. C'est déjà compliqué à appréhender. L'institution européenne en elle-même, donc ça complique les choses encore. Raphaël. Oui, mais alors il y a quelque chose d'intéressant à voir, et bon, les choses sont comme elles sont pour l'instant, hein, mais quand il y a eu cette impulsion donnée par le président Macron autour de cette conférence dès le début de son quinquennat, et le lancement officiel en mai cette année, le 9 mai 2021, il y a eu une navette tout à fait impressionnante entre les grandes institutions européennes. Donc, hein, on va parler de Commission, Conseil, Parlement européen, et puis ensuite également les États membres, dans certains cas, qui ont eu des positions plus ou moins fortes. Mais retracer le fil de cette navette pour savoir qui ferait partie de la gouvernance de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est déjà un instantané de l'immense complexité. Et c'est vrai qu'il faut être spécialiste comme Arnaud Leclerc de l'Union européenne pour en comprendre tous les détails et tous les méandres. Donc ça, c'est quelque chose… Bon, les institutions sont comme ça, on essaye de les simplifier, mais il y a des rapports de pouvoir qui, d'ailleurs, sont un des grands sujets de conversation quand on est dans la bulle européenne à Bruxelles. Qui a préséance sur qui, et on se souvient de cet incident, notamment, vous vous souvenez, quand Madame von der Leyen n'a pas eu de chaise à Ankara pour s'asseoir. Voilà, et il y avait deux représentants de l'Europe, d'ailleurs. Voilà, je parlais de complexité des choses. Compliqué à vendre. Compliqué. La complexité, je crois, vient de deux autres éléments qui sont très importants. La première chose, c'est qu'on en parle très peu. La place de l'Europe dans les débats, dans les espaces, même dans les médias, elle est très, très limitée, pour ne pas dire infime. Donc, c'est très… Autant un énorme débat au Parlement ou une décision du président, etc., va être extraordinairement commentée, etc., une décision européenne, pardon, il suffit de regarder le nombre de journalistes français qui sont présents dans les instances européennes pour se rendre compte que c'est complètement nul. Donc, après, on en parle peu, c'est une des conséquences. Et puis, la deuxième chose, c'est l'Europe, ce n'est pas juste Bruxelles.
L'Europe, c'est aussi ce qui se passe aussi bien à Naples, à Lisbonne ou à Varsovie. Et donc, c'est ce qui se passe dans les autres sociétés. Et on a une difficulté aussi, c'est qu'on ramène de plus en plus l'Union à ce qui se passe à Bruxelles et à Strasbourg. Alors ça, c'est que la partie très politique et très officielle qui n'est qu'un tout petit bout du sujet. Même si d'excellentes émissions sur Arte nous permettent de vivre l'Europe à travers d'excellents reportages que vous connaissez sans doute. J'ai eu une intervention d'un ou d'une internaute, et merci encore une fois pour cette participation. On parle de participation dans notre webinaire. Alors, j'ouvre les guillemets. Hein. Bonjour, j'ai des doutes sur le fait que les citoyens français connaissent mieux le fonctionnement de l'État que celui de l'Union européenne. Si c'est le cas, c'est surtout que les médias en parlent beaucoup et qu'ils baignent dedans, entre guillemets, quotidiennement. Mais avec les jeunes qui se nourrissent des réseaux sociaux, ça ne s'arrangera pas à l'avenir. Est-ce que vous partagez, messieurs, ce qui vient d'être dit par ce message? Alors, on peut donner des éléments pour le coup un peu plus objectifs en réponse à Michel quand même. Dans la fin des années 60, on a fait des mesures auprès des enfants et même des jeunes adultes sur la connaissance qui est le maire, c'est combien son mandat, qui est le président, c'est combien son mandat. Et on refait régulièrement ces enquêtes et on constate que la connaissance a beaucoup augmenté. Alors c'est très formel, c'est très basique, si je puis dire. Je pense que si on demande la durée du mandat du président de la commission, eh ben, on ne va pas être déçu du voyage, comme dirait l'autre. Donc, il y a une série d'éléments, vraiment de briques élémentaires sur l'Union européenne qui ne sont pas appropriées par l'ensemble de la population et peut-être aussi mal diffusées globalement. Votre regard ou réaction, Raphaël, par rapport à ce message, justement Oui, mais souvenez-vous, par exemple, pour les élections européennes, il y avait cette idée d'avoir des listes pan-européennes. Hein, c'était quelque chose que le président Macron avait lancé. Il y avait même, et je me souviens, je crois que le Parti socialiste français, à un moment, avait évoqué l'idée de demander à un politicien belge particulièrement en vue à l'époque, le ministre-président de Wallonie, de diriger leur liste française pour les élections européennes. Vous voyez, donc il y a quand même il y a des efforts, justement, parce qu'on se dit, et là peut-être qu'on est en plein paradoxe, que pour ramener au plus près des citoyens européens les briques fondamentales des institutions européennes, il faudrait commencer par des élections qui soient à l'échelle européenne et non pas une série d'élections nationales qui font une élection européenne. Alors moi, je suis totalement en désaccord avec ça, je le dis ouvertement, parce que je crois que justement la vocation et la nature de l'Union européenne, ça n'est pas de devenir un super-État, et que c'est un composé de société, et que ce qu'il nous faut, c'est de trouver des règles transversales entre ces sociétés, avec évidemment des pouvoirs politiques, mais il n'est pas question de court-circuiter les États existants, qui sont des solutions qui globalement marchent, pour construire une sorte de super-state. Pour l'instant, tout et beaucoup malheureusement de décisions prises sur les 15 dernières années dans les situations de crise ont constitué à consolider le pouvoir d'en haut avec un terrible aveuglement avec ce qui se passe en bas. Regardons ce qui est en train de se passer avec Next Generation, qui est le fameux plan post-crise Covid à l'échelle européenne. Il y a déjà un gouvernement qui a sauté, c'est celui d'Italie. Il y a des situations de crise dures aujourd'hui en Grèce parce que le plan est très contesté, etc., etc. Mais il est conforme aux critères de Bruxelles. Et vous voyez bien que là, il y a un problème qu'il va falloir traiter. Et ce n'est pas en faisant un super state qu'on va le traiter. On continue à parler de ces outils numériques au service de la participation citoyenne au niveau européen. Alors, on l'a dit, il y a des outils qui existent. Voilà, il y a des outils que vous proposez à DEMSOC, Raphaël Pouillet. Il y a cette plateforme conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, quand je suis allé voir, on peut faire entendre sa voix sur les questions du changement climatique, de la santé, de l'économie, des migrations, de droits, de sécurité, etc., etc. La participation, elle est ce qu'elle est, malgré justement les perches numériques qui sont tendues. Mais partons dans le scénario où cette participation est effective. Et j'aimerais, là, il nous reste 26 minutes, et n'hésitez pas à poser d'autres questions. Les données utilisées, les données produites par cette participation citoyenne, comment sont-elles sécurisées? Comment puis-je savoir où elles vont? Est-ce que
c'est un volo. Enfin, vous parliez Raphaël, du mouvement 5 étoiles, et là, on ne sait pas du tout ce que viennent les données. Et si moi, Français, je participe à une plateforme, est-ce que je peux être assuré que ces données ne vont pas servir une cause dans laquelle je ne me retrouverai pas? Qu'est-ce que l'on peut dire de ça? Alors, on est sur différentes échelles. Je dirais qu'au niveau de l'Union européenne, qui est la puissance à l'échelle mondiale, qui a montré le plus d'attention à ces questions de gouvernance des données privées et de protection des données privées, on sait, alors je n'aurai pas exactement les détails des garde-fous qui ont été énoncés, mais on sait par exemple qu'ils souhaitaient dès le départ avoir une plateforme en open source. C'était important de ne pas avoir une plateforme propriétaire et se retrouver dépendant d'une organisation qui pourrait à tout moment dire c'est moi qui ai les codes, je demande une rallonge, je vois ce que je veux dire. Bon, je ne sais pas comment. Donc ça, ce sont des questions qu'on imagine mal à une échelle telle que celle de l'Union européenne, mais ça existe avec les petites collectivités de temps en temps de se dire mais attendez, finalement, j'aurais voulu ajouter telle fonctionnalité sur ma plateforme, mais en réalité, il faut renégocier, par exemple. Il y a des cas où on ne sait pas exactement ce qui relève de la production de données qui va appartenir à la collectivité locale et ce qui fait l'objet d'autres types de partage. Ce qui est très important, c'est de voir, par exemple, dès qu'on parle de participation citoyenne numérique, on est beaucoup à l'échelle de la ville. À l'échelle des métropoles et des villes européennes. Et là-dessus, il y a tout un mouvement autour de ce qu'on appelle les smart cities, donc les villes intelligentes, comme on dit au Canada. Et là-dessus, il y a très souvent des partenariats entre une ville et un acteur privé type GAFAM, pour placer des capteurs, mieux comprendre les dynamiques de la circulation routière, par exemple, etc. Et qui peuvent très vite faire l'objet d'une récupération de données dans un but de développement d'intelligence artificielle, par exemple, et sur lesquelles il est important que les citoyens et les citoyennes aient une meilleure compréhension des données qu'ils libèrent pour un usage commercial, ou des données justement qu'ils veulent libérer pour un usage civique, à tel point parfois même que certaines villes, y compris en France, il y a des villes que je connais qui disent « nous, on a voulu développer notre propre plateforme pour être tranquille », entre guillemets. Alors là-dessus, il y a toujours l'exemple de Toronto au Canada, dans lequel un partenariat avec Google avait été monté, et avec tout un quartier où pour y habiter, c'est une sorte de quartier du futur, si vous voulez, pour y habiter, les habitants alors de ce futur quartier entièrement numérisé devaient libérer à Google, donner à Google toutes leurs données d'utilisation et leurs données privées. Et ça a suscité une sorte d'insurrection civique et qui ressemble un petit peu maintenant au type de prévention que Barcelone et Amsterdam en Europe essayent de mettre en place. Ils essaient de mettre en place justement ces garde-fous et tout un travail également de socialisation auprès des citoyens de ces villes dans le cadre de focus group, de panels, ou bien ça fait également l'objet parfois de discussions sous forme de mini-publics citoyens tirés au sort pour comprendre quelles données privées on met à la disposition des GAFAM dans le cadre de la Smart City et jusqu'où on veut aller. Et ça fait maintenant l'objet de beaucoup de discussions. Les habitants doivent savoir, lorsque l'on apporte des services numériques dans une ville, jusqu'où ça peut les amener, parce que c'est un petit peu, il y a un côté boîte de Pandore à laquelle il faut être attentif. Quand vous parlez de socialisation, c'est avec l'acception formation. Oui, la notion de socialisation, c'était un terme qu'Arnaud Leclerc a utilisé au départ et qui fait vraiment, c'est l'idée réellement que lorsque l'on a un groupe qui doit travailler sur une question, les études ont montré que le groupe, en tant que groupe, va se l'approprier et va souvent se forger une opinion synthétique et qu'on est au contraire de la culture du clash. En réalité, avec un panel de gens qui a fait l'objet de cette stratification, donc on va vraiment tomber sur des profils très différents si on fait les choses bien, et bien ces profils très différents qui vont réfléchir à un sujet pointu, la 5G par exemple, je crois que je me souviens que c'est à Rennes qu'il y a eu une concertation sur la 5G, si je ne me trompe pas, et dans d'autres villes, et bien voilà, ce groupe-là, sur un ou plusieurs week-ends seulement, va se forger une opinion
documentée, ou plutôt argumentée, si vous voulez, qui donne cette contribution au débat, sans qu'il s'agisse, comme disait Arnaud Leclerc, d'apporter une décision exécutive. Je vais passer la parole à Arnaud Leclerc dans quelques secondes, mais juste encore une chose, Raphaël Pouillet, pour les non-experts, dans lesquels je me situe, dès qu'on participe à la vie publique, fût-elle européenne, via le numérique, on produit de la donnée. Oui, oui, oui. Ben, de toute façon, de plus en plus, tout ce qu'on va faire, nous sommes des data points, si vous voulez, une série de data points. Tout maintenant, vous vous en rendez bien compte avec votre téléphone. Donc, dès qu'on fait quelque chose qui a une dimension numérique, on s'expose à un aspirateur de données sur vos usages, vos habitudes, etc. Il y a des études comportementales récentes qui montrent qu'en réalité, en croisant un certain nombre de données qu'on récolte sur vous, sur les réseaux sociaux ou sur vos habitudes de vie, avec vos goûts sur les réseaux sociaux, on peut mieux prédire que vous ce que vous souhaitez acheter. Donc, ouais, c'est tout. Donc ça, si vous voulez, quand il s'agit de savoir quelle marque de téléviseur vous allez acheter, bon, c'est ennuyeux, mais c'est surmontable. Quand il s'agit de savoir comment devancer vos penchants politiques en pleine évolution pour vous proposer quelque chose qui pourrait correspondre sur mesure à ce que vous souhaitez, on est un peu dans du Big Brother. Et ça peut aller très vite. Arnaud Leclerc, le fait de savoir où vont mes données, à quoi vont être utilisées, c'est important parce que là aussi, il ne faut pas qu'il y ait de trahison. On parlait j'ai employé le mot trahison pour le 29 mai 2005, où finalement, où les gens ont refusé le projet de constitution européenne. Là, il ne s'agit pas de tromper les gens sur ces questions-là, sur cet aspect-là de la participation citoyenne européenne via le numérique. Je pense qu'on peut faire une comparaison assez simple. Quand vous allez voter dans une élection normale, vous voyez bien qu'il y a tout un processus pour vous donner confiance. Il y a des gens qui contrôlent les identités, l'urne est transparente, vous devez passer là, et là, et là, et là. Il y a tout un circuit qui a été mis en place pour vous donner confiance. Ben là, c'est la même chose. À partir du moment où on sollicite votre opinion, il faut qu'il y ait tout un processus pour vous garantir des choses. Et il faut dire, l'Union, de ce point de vue, a été très en avance, a été sensible à cette question-là, Raphaël l'a dit, a produit une déréglementation qui est quand même très, très élaborée et très, très fiable, même si elle est encore en cours d'évolution. Mais c'est une question extrêmement importante. Et quand on fait comme ça, quand on déploie des dispositifs comme ça, il faut effectivement un certain nombre de garde-fous, parce qu'on peut remonter jusqu'à des choses nominatives. Donc attention, ça peut aller loin. Il faut être prudent, et donc c'est normal qu'on ait mis en place des règles efficaces. En Europe, je dirais, on a traité très bien cette question-là. Et de la même manière qu'on a dit tout à l'heure que la question de la démocratie à l'échelle de l'Union était compliquée, mais il faut quand même dire que les nouveaux outils où on fait appel à des citoyens, qu'on met en panel, qu'on essaie d'écouter une parole profane, eh ben, ça se fait à l'échelle européenne, ça se fait aussi à l'échelle locale, ça se fait très peu à l'échelle nationale. Donc l'Europe, elle est plutôt en avance sur ces questions par rapport à ce que font nos États, à part quelques exceptions, l'Estonie, etc. Mais sinon, globalement, l'Union, elle est plutôt en avance. Voilà, le RGPD, par exemple, ça, c'est quelque chose qui fait que l'Europe est très en avance au niveau mondial sur ces questions-là. C'est ce que vous nous dites, Arnaud. Oui, c'est une garantie. Et approuvé par Raphaël. Bien sûr, et pour confirmer, au titre moi d'un travail que je fais dans l'université, j'utilise des prestataires qui sont spécialisés dans la consultation et la participation par des plateformes électroniques pour l'ensemble des personnels, et il y a toute une série de garanties que tout le monde respecte, et qui permettent justement à ce qu'il n'y ait pas de confusion, pas de risque. Voilà. On gère le risque, et c'est plutôt très bien fait. Je vais prendre une autre intervention sur le chat de notre webinaire. Alors, j'ouvre les guillemets. En dehors de Democratic Society, de la plateforme Conférence sur l'avenir de l'Europe qu'on a évoquée tout à l'heure, est-ce qu'on peut citer d'autres outils existants à disposition des citoyens qui souhaiteraient s'exprimer? Raphaël? Allez-y, Arnaud, je crois que vous voulez... Je voudrais répondre, pardon Céline, je voudrais répondre d'abord de biais, parce que pour bien comprendre cette chose-là, il faut dire, en démocratie, la consultation, la participation des citoyens a plusieurs fonctions. L'une des fonctions, c'est de contrôler les décisions prises et ce qu'en font les acteurs. De ce point de vue, les techniques numériques, les plateformes, par exemple, les sites numériques qui recensent qui est présent en commission ou pas, qui a voté, qui a travaillé sur tel rapport, etc. Les outils numériques permettent un contrôle bien plus amélioré aujourd'hui que ce qu'on avait il y a 15 ans ou 20 ans. Contrôle des élus.
Bien sûr, y compris au Parlement européen. Et les parlementaires européens, ils surveillent tous la liste publiée tous les mois des bons et des mauvais. D'accord? Donc, je dirais que ça a un effet très, très au-delà de l'outil numérique lui-même, puisque ça a un effet, ils se le disent et ils se disent, il ne faut surtout pas que je sois le dernier, je n'ai pas été 3 fois, 4 fois, etc. Donc, du point de vue du contrôle des élus, le numérique a apporté quelque chose. Du point de vue maintenant de la contribution, pouvoir faire avancer les choses. Bon, je crois que ce qu'a dit Raphaël et le soulignait déjà, la contribution, elle est effective lorsqu'on est sur un projet relativement délimité et où on a un mécanisme pour appeler les gens à participer. Si on prend l'exemple français, la loi sur la République numérique, par exemple, on avait un texte proposé par le gouvernement, on a proposé à tous les Français qui le voulaient de faire des amendements, il y a eu des dizaines de milliers de propositions et d'amendements, et ça a effectivement enrichi assez sérieusement le texte. Alors, certains jugeront pas assez, il y a eu des groupes qui étaient constitués, qui ont été des activistes, etc. Bon, c'est pas parfait, mais on peut dire que ça a quand même changé assez fortement la nature du texte proposé. Mais on est sur quelque chose qui présente un intérêt très direct pour le citoyen. Ce n'est pas la même chose que de lui dire comment voulez-vous projeter l'Union européenne à 20 ans. Ce n'est pas la même chose. Donc, si on arrive à construire une question claire sur un projet clair, on arrive à mobiliser, encore faut-il faire le travail nécessaire, mais là, cette fonction contributive, elle marche. Ce qui ne marche pas, c'est la fonction contributive spontanée. C'est-à-dire, on ouvre le débat, puis en disant, allez-y les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on remonte une espèce de cacophonie dans tous les sens, où les gens s'incendient mutuellement, et on ne sait plus quoi faire. Et c'est pour ça que l'utilisation de citoyens, entre guillemets, tirés au sort, mis dans un dispositif où on s'assure qu'ils ont une connaissance suffisante du sujet et qu'ils réfléchissent ensemble, produit quelque chose qui est qualitativement très supérieur. Il faut un cadre. Oui, mais la démocratie, même représentative, c'est un cadre. Délibérative, c'est un cadre. Participative, il y a un cadre, etc. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Et la tentation de la démocratie 2.0, c'était un peu ça au départ. C'était une espèce d'idéal où on pensait qu'en faisant 3 clics, on allait changer le monde. Ben non, ça suppose un investissement et un travail beaucoup plus lourd que les simples 3 clics. Un travail de pied à pied et sur une échelle telle que vous l'avez décrite. Raphaël, peut-être Oui, alors cette loi sur la République numérique et la manière dont ça a été mis en place de manière participative, qu'expliquait Arnaud Leclerc, a gagné le prix de l'innovation politique cette année-là. Et c'est intéressant de regarder les lauréats et les lauréates du prix de l'innovation politique. Alors, il y en a dans différents pays, quelque chose qui vient d'Autriche au départ, mais où justement, il y a quelque chose qui est parfois pas pointé du doigt suffisamment, c'est l'immense richesse de toutes ces personnes qui ont décidé de trouver des nouvelles manières de connecter citoyens et personnel politique local, national ou européen. Et c'est une espèce de boîte à idées assez géniale de regarder quelles sont les innovations politiques qui sont arrivées qui ont fait l'objet de ce type de récompense, parce qu'il y a vraiment tout un écosystème de l'innovation en politique, et certains personnels politiques le font de manière tout à fait enrichissante. Donc, on n'est pas dans un face-à-face entre, d'un côté, des élus qui diraient « je veux garder ma démocratie représentative », et puis des groupes de pression, des citoyens, etc., qui diraient « on veut plus de participation ». Il y a aussi des partenariats qui se mettent en place qui peuvent être intéressants. On parlait d'outils à l'instant, à la demande de la personne qui s'exprimait sur le chat. Vous en créez vous-même, Raphaël Pouillet, des outils justement de participation. J'imagine qu'il y en a de nombreux dans tous les États de l'Union européenne qu'il est très compliqué de recenser, j'imagine. Il y a quelques noms, je vais vous donner quelques pistes, si vous voulez. Je vais vous donner quelques noms, parce que maintenant, voilà, il y a la possibilité sur Google d'aller regarder qui fait quoi, etc. Il y a une organisation en Angleterre qui s'appelle My Society, en un seul mot, qui organise chaque année la conférence sur les technologies civiques. Et donc, alors My Society était aussi derrière un logiciel qui s'appelle Fix My Street, qui je crois en français s'appelle Dans ma rue, qui est assez connu parce qu'il il est utilisé par pas mal de collectivités en France maintenant pour aller dire ce qui ne va pas, un lampadaire qui fait la tour de Pise, un trou dans la chaussée, etc. Voilà, là on est vraiment dans la participation des habitants par un outil embarqué, par un téléphone, où on va envoyer une photo d'un truc qui ne va pas, et la commune, certaines communes, même certains maires, disent « Regardez, nous, on utilise ce logiciel avec un délai de réponse et de réactivité et de réparation, lorsqu'il s'agit d'un petit équipement urbain, de, je ne sais pas moi, 1 semaine ».
Et ça peut être des arguments de campagne sur les élections locales. Donc ça, c'est My Society, donc avec des outils comme ça. Il y a eu une véritable explosion avant les élections de 2017 de tout un écosystème français sur l'innovation démocratique, dont sont sorties beaucoup d'entreprises dont vous entendez souvent le nom, Cap Collectif, Make.org, etc., qui ont développé chacun donc, des plateformes, souvent des plateformes propriétaires, qui sont souvent impliquées dans les budgets participatifs, par exemple, au niveau des villes. Il y a par ailleurs toute une constellation d'organisations qui travaillent autour, par exemple, des plateformes Decidim ou Democracy OS, qui sont des plateformes open source, donc qui présentent l'avantage aussi d'être, voilà, qui sont accompagnés dans la mise en place de leur choix, mais ça c'est de toute façon un accompagnement par des prestataires, quelle que soit la situation. Nous, dans notre cas, nous ne sommes pas une ONG qui va produire de la tech, mais on va travailler beaucoup à des panels délibératifs, justement, ces questions de droits citoyens. Il y a un projet très européen sur lequel on travaille encore, juste pour encore quelques mois, qui s'appelle ProDemo, donc avec des organisations au Portugal, en Italie et en Belgique, pour inciter davantage les citoyens des citoyens européens qui vivent dans un pays autre que le leur à participer à la vie publique. Alors au départ, ça part de statistiques abyssales sur le taux de participation aux élections de ces citoyens d'un pays européen vivant dans un autre, mais ça s'agrège avec toute une question de citoyenneté active, de participation à la vie de la société civile locale. Et là-dessus, en partenariat avec des développeurs, on a monté une app téléphonique qui permet, voilà, qui est gratuite évidemment, et sur laquelle ces citoyens-là peuvent mieux comprendre leurs droits et les options qui se présentent à eux pour participer à la vie de leur ville lorsqu'ils sont citoyens d'un pays européen où ils ne vivent pas. Merci pour toutes ces précisions. On est ensemble encore pendant une bonne dizaine de minutes. Grosso modo, je regarde Anissa, justement, qui fera le clap de fin. Une question de Béotien, sans doute, mais une vraie question, une vraie préoccupation. Est-ce que finalement, utiliser l'outil numérique pour participer de façon citoyenne au niveau européen, est-ce que c'est pas un peu déléguer les choses à l'ordinateur et à l'algorithme? Est-ce que là, il n'y a pas de fait un risque également qui rejoindrait peut-être le risque d'utilisation des données qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être Arnaud et Raphaël ensuite? Pas automatiquement, je vais donner un exemple, ça va faire un outil de plus. Vous avez entendu, je crois, ce week-end que les Italiens se dirigeaient vers un référendum d'initiative populaire sur la légalisation du cannabis. Qu'est-ce qui a permis ça? Finalement, une proposition citoyenne qui a reçu 400 000 signatures en 4 jours, ce qui est un exploit. Pourquoi? Parce qu'on a autorisé la signature électronique. Jusqu'ici, c'était très compliqué de déclencher un référendum d'initiative citoyenne parce qu'il fallait collecter les signatures physiques. Et à partir du moment où la signature électronique a été autorisée, eh bien, on a ce mouvement. Et donc, ça fait peut-être d'ailleurs naître une nouvelle fonction pour le citoyen, en plus d'un nouvel outil, qui est une fonction d'interpellation. D'interpellation de la société et des autorités en disant, sur ce sujet-là, je veux que ma société, elle prenne une position. Et vous voyez, typiquement, ça, c'est quelque chose qui est une nouvelle forme d'outil où le numérique joue un rôle, mais limité malgré tout. Raphaël, sur cet aspect-là, le risque, c'est la bécane, pour le dire trivialement, qui prend le pouvoir? Ton micro. Oui, pardon, je viens de me rendre compte, merci beaucoup. Tout ça, ce sont des risques, alors qu'ils peuvent faire l'objet de dystopies faramineuses, etc. Mais ce sont des risques, une fois qu'on les a bien en main, il faut agir. Donc, il y a les organisations qui s'occupent de ça. Il y a une organisation qui s'appelle Algorithm Watch, donc ceux qui surveillent les algorithmes. Et puis, il y a aussi, tout simplement, comme je disais, mais je me répète un petit peu, dès qu'il y a une nouvelle application développée par les pouvoirs publics pour
améliorer une politique publique et son usage par les citoyens, il faut toujours demander que ça soit en open source. Donc, par exemple, il y a eu des discussions tout à fait intéressantes sur Tous Anti-Covid. Il y a eu un moment, il y a eu quelques spécialistes, quelques codeurs de cette communauté Civic Tech qui sont allés voir dans le code et qui ont dit « Attention, là, il y a une faille. Attention, là, sur l'anonymat, il y a un petit souci. » Alors, ce n'est pas voilà, en levant du poing, en disant « Regardez, vous nous espionnez », c'était plutôt dans cette logique tout à fait gouvernement ouvert et écosystème collaboratif de quelqu'un qui est extrêmement compétent en la matière et qui a dit « Attendez, regardez, moi, dans votre ligne de code, il y a une ligne de code qui pose problème, c'est moins sécurisé que ce que vous disiez, et ça a été réparé immédiatement. » Tout ça en bonne intelligence. Ton micro, Pascal. Et mon micro, voilà. Il nous reste encore quelques minutes pour répondre à ces questions. Quels outils numériques pour la participation citoyenne au niveau européen? Je voudrais ajouter juste une chose à ce que dit Raphaël. C'est très important cette question-là, mais il y en a une seconde qu'on laisse souvent de côté, en particulier lorsqu'on recourt à des dispositifs de consultation où il faut exprimer un avis quantitatif, c'est-à-dire on vote, en fait. On écrit quelque chose et puis ensuite on vote. Je voudrais rappeler que quand on est dans un bureau de vote, vous pouvez à tout moment regarder ce que font les gens, combien de choses rentrent dans l'urne, et que la confiance que vous avez dans le résultat vient du fait que vous savez que ça a été surveillé. Or, pour l'instant, les plateformes qui nous permettent de voter à distance ou qui permettent de construire des consultations dans lesquelles vous pouvez exprimer des avis ne nous permettent pas d'avoir un processus de surveillance de ce qui se passe au long du processus. On vote une journée, on vote 2 jours. Combien de gens ont voté? Est-ce que j'ai vu des bulletins tomber dans l'urne électronique? En l'occurrence, c'est un élément très important. La question de la transparence et du contrôle du process par le citoyen est un élément tout aussi important que le contrôle du process par l'informaticien, par le codeur. Et pour l'instant, on a fait très peu d'efforts dans les plateformes existantes dans ce sens-là. On pourrait imaginer, Arnaud, que les possibilités techniques permettent ce contrôle de scrutateur numérique, finalement, hein, c'est ça? Pour avoir étudié un peu en profondeur cette chose-là, elle a été expérimentée par des chercheurs du CNRS en Lorraine, qui ont créé un outil, mais qui n'a jamais été à proprement parler commercialisé à la même ampleur que les autres existants. Il nous reste... Si je peux me permettre, Pascal, oui. Je pense que dans toutes ces questions relatives à la perte de confiance dans l'exécutif, hein, la défiance souvent vis-à-vis de la démocratie représentative et des représentants qui en ressortent, c'est aussi l'affaissement des corps intermédiaires dans toutes les sociétés occidentales. Et donc, on pourrait imaginer, si on avait les syndicats avec la puissance qu'ils avaient et l'influence qu'ils avaient sur la société peut-être il y a 40 ans, il pourrait très bien y avoir, j'invente, c'est de la science-fiction, hein, mais voilà, des corps intermédiaires qui diraient, nous sommes des garants de confiance, de l'intégrité des processus électroniques. Et puis, bon, ça, c'est une confiance qui se bâtit sur des années, des décennies. Donc, je ne sais pas où on en sera dans un siècle. Mais il faut bien voir aussi qu'on a un souci lié à la perte de surface de beaucoup de corps intermédiaires qui, avant, étaient un peu le liant de la confiance dans les sociétés. Ton micro? Décidément. On va se quitter sans doute avec un aspect potentiellement positif. Imaginons que cette participation citoyenne, elle se développe, elle soit appropriée par les citoyens beaucoup plus globalement qu'elle ne l'est actuellement. Finalement, tout ça, on l'a un peu esquissé tout à l'heure dans les échanges, mais contrôle de l'action publique, on pourrait par exemple identifier grâce à l'appropriation des données, la compréhension des données publiques, ce qui peut être du domaine du lobbying dans des textes, repérer des morceaux de texte qui viennent des lobbyistes eux-mêmes et qui seraient passés comme du pâté d'alouette dans des textes plus globaux. On pourrait instaurer un dialogue avec les pouvoirs publics, instaurer un contre-pouvoir. C'est tout ça l'enjeu finalement de cette participation citoyenne européenne via l'outil numérique, Raphaël, et ce sera peut-être le dernier aspect de notre conversation.
C'est ça, mais Arnaud Leclerc avait bien posé les différentes briques. Il y avait la notion de contrôle, il y avait la notion de participation, il y avait la notion de délibération. Sur le contrôle citoyen de l'action publique, c'est presque un acronyme maintenant qu'on utilise, hein, contrôle citoyen de l'action publique en utilisant des outils de la technologie. Il y a plein de choses tout à fait amusantes, mais il y a effectivement la possibilité maintenant, avec des très gros moteurs, de faire du text mining, si vous voulez, de pouvoir faire, disons, une espèce d'analyse sur de la big data, mais dans des volumes assez impressionnants. Et j'avais vu un projet assez intéressant qui allait rechercher la continuité de certains éléments de texte dans de la réglementation européenne pour aller voir d'où ça venait. Sur certains sujets extrêmement pointus et techniques, parce que souvent les réglementations européennes touchent à des questions de combien de nitrates dans tel truc, quel taux de carbone dans la fumée des cigarettes, vous voyez ce que je veux dire, sur ce genre de choses, qui sont réellement à la portée seulement quand même d'experts scientifiques assez solides. Et certaines personnes disaient, allons regarder dans la production de ces textes, allons faire de l'archéologie de ces textes pour aller retrouver d'où vient tel élément. Est-ce que ça vient d'un cabinet de lobbying privé? Est-ce que ça vient d'une ONG qui milite, au contraire, pour plus de traçabilité? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'était assez intéressant parce que ça permettait vraiment d'aller entre les lignes de ces différents textes et d'aller chercher cette presque historicité de cette législation qui se construit par couches sédimentaires. Au micro, Pascal, on ne t'entend pas. Arnaud, pour terminer, qu'est-ce qui se joue finalement? C'est tout ça, on peut dire qu'il se joue une sorte de contre-pouvoir au-delà de la participation, un équilibre démocratique? Enfin, contre-pouvoir, c'est peut-être pas la bonne notion. C'est un nouvel outil, le numérique, et le nouvel outil, il joue partout des rôles positifs et des rôles négatifs. Et donc, il faut apprendre les uns les autres. Et par ailleurs, il ne faut pas croire que tous les citoyens vont se transformer en espèces de gens qui s'intéressent à la politique 24 heures sur 24. Il y a aussi plein de gens qui ont envie qu'on leur demande leur avis une fois de temps en temps, sans leur en demander trop. Et donc, chacun son rôle. Il y a des militants qui ont envie d'y aller, qu'ils y aillent, ils vont faire ce travail d'alerte, ils vont faire ce travail de repérage, ils vont produire des argumentaires, ils vont mobiliser, etc. Il y a les médias qui vont relayer, etc. Chacun son rôle, y compris celui du citoyen lambda qui a envie de temps en temps de participer sans plus. Et donc, l'enjeu, c'est la fluidité entre ces différents éléments. Et de comprendre l'action publique aussi, ça c'est important, de décrypter l'action publique. Oui, mais là aussi, acceptons qu'il y a des gens qui préfèrent suivre le foot plutôt que l'action publique. Et qu'une fois tous les 5 ans, ils ont envie qu'on leur explique en très simple et en quelques dizaines de minutes parce qu'il faut qu'ils élisent un président. Et pas plus. Il y a aussi des citoyens qui ont le droit d'avoir cette attitude-là, entre guillemets, qui est une attitude de distance à l'égard de la politique et de ne s'y intéresser que de temps en temps. Ils sont enfin, je veux dire, c'est 50% des citoyens dans un pays comme la France, hein, ceux-là. Voilà. Donc, il faut tenir compte de tous les profils. C'est aussi un petit peu à ça que servent les corps intermédiaires. C'est de pouvoir accorder sa confiance comme ça de manière indirecte, parce qu'on sait que ces gens, on leur fait confiance, parce que voilà, ils sont à l'interface, ils apportent une dimension de contrôle, aussi une narration, un récit de ce qui se fait dans la politique, une réinterprétation. Et voilà, bon, il y a quelques décennies, c'était beaucoup plus fort que ça ne l'est maintenant, mais peut-être qu'on découvrira, comme je disais bientôt, qu'il y a des corps intermédiaires pour mieux comprendre et mieux décrypter une politique bas carbone. Est-ce que c'est du greenwashing ou pas? Moi, déjà, je fais un peu confiance à certaines personnes qui sont des scientifiques, moi je n'ai pas cette compétence-là, pour savoir si, voilà, est-ce que c'est à eux que je dois m'adresser pour savoir si telle collectivité fait du greenwashing ou pas, ou telle entreprise est en train de jouer de la flûte sur ses obligations relatives à la biodiversité. Voilà, il y a peut-être des nouveaux corps intermédiaires, des nouveaux pôles d'interprétation de la vie publique qui sont en train d'émerger sur ces nouvelles questions. Je vais peut-être y aller à l'arme lourde pour terminer complètement notre conversation, mais est-ce que derrière ces enjeux, il n'y a pas celui de lutter contre les extrémismes qui montent en Europe, de lutter contre la désinformation qui nourrissent ces velléités-là? Est-ce qu'il n'y a pas ça, justement, politiquement, derrière tout ça, derrière ces outils numériques qui peuvent être des gadgets, des plateformes, des choses comme ça? Est-ce qu'on est dans cette dimension-là également, dans cette participation citoyenne européenne via les outils numériques? Ça a sans doute joué un rôle, et ça jouera sans doute un rôle très important, entre guillemets,
On voit bien que, par exemple, la commission, spontanément, elle n'allait pas vers la forme de consultation, appeler les citoyens, chercher la parole profane. Elle y est allée lorsqu'elle a vu qu'il y avait des résistances, qu'il y avait des opinions qui étaient contre, etc. Et donc, la démultiplication de paroles simplistes sur l'action politique, ça va évidemment pousser tous les acteurs politiques à essayer d'être plus clairs, de faire un travail pour aller. Mais en même temps, il ne faut pas stigmatiser ces gens. Ces citoyens qui recourent à des simplismes parce que la situation en face est très complexe. Il ne faut pas les stigmatiser. Et donc, il faudra arrêter de couper le monde entre les pro-européens et les anti-européens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui revendiquent aujourd'hui des solutions simplistes sont souvent des gens qui cherchent une autre Europe. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut s'interroger sur ce que produit cette Europe-là et les difficultés qu'elle pose. Dernière chose, et ça sera le mot de la fin. Arnaud, demain, vous retrouvez vos étudiants à l'Université de Nantes. Ils sont très réceptifs et ils mesurent ces enjeux, ceux qu'on a essayé de pointer aujourd'hui dans cette conversation. Pour te faire une réponse tout à fait honnête, Pascal, demain, je vais avoir des étudiants qui sont absolument spécialisés sur l'Europe et qui n'étudient quasiment que ça. Donc, évidemment, ceux-là ont un profil très, très particulier par rapport aux autres. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud, pour votre présence et vos interventions. Raphaël, quelques mots de la fin. Là aussi, les projets européens via le numérique, qu'est-ce qui vous occupe le plus? On a envie de rentrer dans votre bureau. Oui, bien écoutez, alors je suis complètement d'accord avec cette idée. Moi, ces histoires de fake news, au bout d'un moment, je n'en pouvais plus parce qu'on avait l'impression que dès qu'il y avait un avis un petit peu divergent, c'était « Ah, vous êtes victime de fake news ». Bon, il faut arrêter un peu 5 minutes. Les bulles cognitives créées par les réseaux sociaux, oui, il y en a, mais les gens ne sont pas idiots. Ils ont aussi des opinions, même si ce ne sont pas les nôtres, même si elles sont voilà, nourries peut-être parfois de faits qui seraient faux. Mais c'est ça aussi l'espace public, c'est de discuter, d'argumenter et de convaincre, pas simplement de dire vous êtes victime de vos informations fallacieuses. Et donc, c'est d'ailleurs un des projets qu'on a, le projet PACE, qui travaille justement à faire, à créer des espaces de discussion sur les sujets qui fâchent, sur les sujets justement que l'on relègue souvent aux extrêmes du champ politique, ou la migration par exemple, des choses comme ça, et justement d'avoir des panels de citoyens qui vont discuter, s'adresser à des experts, se forger une idée, mais et qui vont avoir tendance à l'expérience justement à rapprocher les citoyens. Vous savez qu'on parle beaucoup de polarisation en ce moment. Il y avait ce livre assez connu de l'archipel français, etc. La balkanisation des opinions publiques, les polarisations dans toutes les démocraties libérales. Bien justement, de travailler en présentiel avec des gens tirés au sort ou des volontaires, hein, ça peut marcher aussi, à discuter ensemble sur ces questions qui divisent, eh bien, ça marche bien. Merci infiniment Arnaud Leclerc et Raphaël Poulier pour la qualité vos interventions et merci à la Maison de l'Europe pour son accueil et merci à Anissa qui est là et puis je salue, je sais qu'elle est en ligne, Céline Arquette qui dirige cette Maison de l'Europe à Nantes. Voilà, j'étais ravi de pouvoir animer et de pouvoir m'imprégner en tant que citoyen européen de tous vos travaux, vos réflexions, enfin d'une partie. Voilà, en 1h30 ou 1h40, on ne peut pas tout aborder, mais voilà, merci de nous avoir donné des bons bouts de la ficelle, la pelote européenne. Et à chacun, finalement, c'est à chacun des citoyens de prendre part à la construction européenne, voilà, comme le tableau impressionniste, c'est voilà, les petites pointes qui composent le tableau. Merci Anissa, ce webinaire était enregistré, donc on pourra le retrouver potentiellement, j'imagine, sur le site de la Maison de l'Europe. Absolument, merci à tous de nous avoir suivis, merci aux intervenants pour la qualité de vos échanges et merci à vous Pascal d'avoir animé ce webinaire. Donc c'est un webinaire en partenariat avec Pop Media que je vous invite à suivre et on se retrouve en présentiel cette fois pour le reste de la programmation de la rentrée du numérique, notamment jeudi soir à Cosmopolis à 18h30 où nous approfondirons la question de la protection des données personnelles. On en a un petit peu parlé ce soir et on continuera d'en parler en présentiel jeudi soir. Merci à tous et vous retrouverez bien sûr l'enregistrement de ce webinaire sur notre site dès demain. Voilà, Cosmopolis qui dédie un mois entier à décrypter le numérique et avec voilà qui s'enchasse finalement ce mois-là dans la Nantes Digital Week où s'inscrivait notre présent webinaire. Merci à vous deux, à vous trois et à très bientôt. À très bientôt, bonne soirée.